La CENI a été pensée comme une institution d'appui à la démocratie ou bien une institution citoyenne. Je crois qu'il y a trois choses importantes à retenir. Il y a d'abord notre cible, les jeunes. Pourquoi est-ce que nous travaillons avec les jeunes? Nous travaillons avec les jeunes parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Si nous voulons que le pays ici change, nous devons miser sur la jeunesse parce que ce que nous avons aujourd'hui, ceux qui travaillent aujourd'hui, appelons ça des vieux, sont en train de nous créer beaucoup de soucis. Et ces soucis-là vont impacter sur notre avenir. Et notre avenir sur la jeunesse. C'est également parce que partout ailleurs, ce sont des jeunes qui sont en train de changer les choses. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Ce sont des jeunes qui sont à la manette. C'est eux qui doivent changer les choses. Parce que manifestement, notre classe politique ne va pas nous aider à faire de bonnes élections. C'est pourquoi nous avons misé sur les jeunes. Parce que c'est à eux, aux jeunes, de se prendre en charge parce que l'avenir du pays leur appartient. Comment nous travaillons sur l'évaluation du processus électoral de décembre 2020. Des objectifs. Nous voulons évaluer tout ce qui s'est fait, que ce soit au niveau de la loi électorale, au niveau de la mise en œuvre de la loi de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc nous regardons tous les secteurs. La sécurisation des élections, nous regardons tous les secteurs. Après avoir évalué, les jeunes vont émettre des propositions de réformes. Donc, dans tous ces secteurs-là, on va faire les propositions de réformes. Et en troisième lieu, nous allons nous mettre avec ces jeunes-là pour mener les plaidoyers en vue que ces réformes-là puissent être mises en application. On m'a demandé de faire une évaluation de la participation de la femme en tant qu'électrice et en tant que candidate en 2023. Bon, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un narratif par rapport aux élections de 2006 jusqu'en 2023, pour voir comment cette femme a participé aux élections et quels ont été les résultats de cette même femme en tant que candidate. La première observation que l'on fait depuis toujours à travers toutes les évaluations, c'est que comme électrice, elle représente le pourcentage le plus élevé des électeurs au niveau de notre pays. Mais en termes de résultats, les résultats sont toujours très faibles. Hein, quand on regarde le nombre de femmes élues au niveau de l'Assemblée nationale, elles ne représentent pas plus de 10%. Et au niveau du Sénat, elles ne représentent pas plus de 5%. Je crois que c'est presque la même moyenne quand vous allez au niveau des élections provinciales. Alors la question majeure, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Hein, pourquoi ces femmes n'arrivent pas justement à aller au-delà des résultats qu'elles produisent alors qu'elles sont les plus importantes en tant qu'électrices. Bon, il y a plusieurs raisons qui sont souvent avancées, mais ce sont les mêmes raisons depuis 2006, 2011, 2017, de 2018 plutôt et 2023. Ce sont les mêmes raisons. Hein, d'abord que les femmes elles-mêmes ne sont pas conscientes du nombre qu'elles sont, qu'elles représentent plutôt, et les femmes ne savent pas concrètement qui vote, hein, quelles sont les femmes qui votent réellement. Les femmes prennent les cartes d'électeurs, non pas comme pour aller voter, mais plutôt comme carte d'identité, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Hein, et les femmes ont une campagne électorale tardive et souvent qui est une campagne omnibulée un peu par l'assistance des organisations internationales qui les aident pendant les ateliers à prendre conscience de leur importance et tout ça, alors qu'au niveau des objectifs ou de ce que les femmes attendent, on n'arrive pas au même résultat. Les femmes attendent peut-être qu'il y ait des contributions matérielles de ces organisations, mais ces organisations sont incapables de leur fournir un apport matériel réel pour la préparation ou la réalisation de leur campagne. Il était nécessaire qu'on fasse une évaluation du cycle, de ce quatrième cycle électoral qui est un ensemble d'activités, planification et ainsi de suite, pour voir qu'est-ce qui a été fait et est-ce que nous pouvons être en mesure de dire aujourd'hui que le quatrième cycle électoral, les élections 2023, ont répondu aux attentes des uns et des autres en nous référant aux cycles électoraux précédents de 2006, 2011, 2018. Et qu'on s'est rendu compte que les cycles électoraux précédents ont été déclarés par l'opinion chaotique.
mais que devienne maintenant le 4e cycle, après l'évaluation, avec l'analyse, au regard des résultats des élections, au regard des opérations qui ont été un peu bâclées, au regard du fait d'avoir refusé de remettre le procès-verbaux aux témoins de partis politiques, étant donné que la loi oblige, donne l'obligation à la Commission électorale nationale indépendante de remettre le procès-verbaux de résultats qui puissent aider comme faciliter le travail au niveau de contentieux, au niveau de la Cour constitutionnelle. Cela n'a pas été fait. La publication, l'affichage des résultats, comme l'exigeait la loi électorale, les listes électorales, cela n'a pas été fait, et l'opinion s'est demandé d'où venait, qui a donné l'ordre à ce qu'on ne puisse pas remettre le procès-verbaux, qui a donné l'ordre qu'il n'y ait pas compilation, centre de compilation des résultats, qui a donné l'ordre qu'il n'y ait pas de telle matière. On s'est rendu compte, même le déploiement de matériaux, de matériel de vote, de machines à voter autres, qui s'est trouvé aux mains de personnes non autorisées et qui se trouvent dans la rue. On a vu que ces dysfonctionnements électoraux, ça nous a fait penser à ce que, arriver à une conclusion selon laquelle le 4e cycle électoral a emboîté le pas de ses prédécesseurs qu'on a enterrés au cimetière électoral. Aussi, dans cette perspective, les lois électorales. Dans la loi électorale, à chaque moment, on essaie de réserver, comme je dis, une métaphore intéressante pour la participation de la femme, mais cette métaphore est toujours bafouée ou bien trafiquée par soit une petite phrase, soit une petite affirmation, soit une petite incise qui en fait montre bien que ce qu'on accorde de la main gauche est vite retiré de la main droite. C'est que ces lois électorales qui devraient favoriser la participation de la femme, en fait, ce sont des lois qui sont émises, mais sans qu'il y ait des lois contraignantes par rapport à ceux qui doivent passer à la praxis au niveau de ces lois-là. Donc, il y a un ensemble d'éléments qu'on a toujours mentionnés, mais en réalité, le vrai problème, c'est que nous sommes dans une société où il n'y a pas une réelle volonté politique de faire participer la femme, non seulement au processus électoral de manière efficiente, mais plus de la faire participer à la vie sociétale. Parce que nous sommes là dans une société extrêmement patriarcale qui en fait ne conçoit l'espace du pouvoir que comme un espace masculin. Et la femme a souvent tendance à croire que c'est un espace où on lui fera des cadeaux, mais c'est un espace où il faut se battre pour arracher justement des places. Et tant que la femme n'entrera pas dans cet esprit de combat, je crois qu'elle n'aura pas beaucoup de gains à travers tous ces différents processus électoraux qu'on est en train de mentionner. Il y a moyen, je ne suis pas désespéré, je sais qu'il y a moyen que la femme puisse continuer à se battre dans cette direction-là, mais il faut aussi un accompagnement réel des hommes qui comprennent la nécessité d'avoir justement cette femme à ses côtés dans ces espaces de prise de pouvoir. Vous savez, une société, elle ne fonctionne que comme à l'image de l'oiseau, quoi. C'est qu'un oiseau ne vole bien que lorsque les deux ailes fonctionnent. Et les deux ailes d'une société, c'est l'homme et la femme. Et notre société boite tout simplement parce que l'aile au féminin, cette aile-là ne fonctionne pas. Et le jour où cette aile-là fonctionnera, l'oiseau Congo pourra s'envoler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réformer la loi électorale? La réforme doit se poser au niveau de la Constitution, voir comment on peut revoir la tenue des élections d'un seul tour à 2 tours, qu'on puisse revenir là-bas, au niveau de la Constitution, pour voir le rôle des assemblées provinciales à l'heure qu'il est. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des assemblées provinciales à l'heure qu'il est? Est-ce qu'il ne serait-il pas mieux d'élargir le corps électoral de gouverneurs, de sénateurs, de gouverneurs et vice-gouverneurs, de sénateurs, de chefs de secteur et aussi longtemps, pour ne pas donner le plein pouvoir aux députés provinciaux qui en font maintenant le business. Un député provincial qui part avoir la corruption des candidats gouverneurs, la corruption des candidats sénateurs, et ça touche l'intégrité électorale, ça coûte l'immoralité. Et nous avons voulu, dans les réformes, c'était déjà, nous avons voulu qu'on mette fin au cumul de mandats, de candidatures. Dans le même cycle électoral, tu ne dois pas être toi-même député national, député provincial, gouverneur, sénateur. C'est immoral.
Et nous avons qu'on puisse aussi mettre fin à la suppléance familiale. Nous avons demandé, mais cela n'a pas été entendu par la classe politique. Maintenant, que faire? Est-ce qu'il faut abandonner? Il faut se décourager? Nous disons non. Il faut avoir des perspectives 2028. 2028, de sorte qu'on puisse réformer sur là, qu'on puisse entrer dans le dispositif de la loi électorale. Et au niveau de la CENI, on mette des sanctions aussi pénales. Quand il y a des bulletins de vote, quand on interdit de remettre, quand on fait de marché public, on fait de gré à gré, sans qu'il y ait aussi l'audit et de la commission électorale nationale, pour voir comment la commission a géré dans la transparence le plus de 1,3 milliard qui étaient mis à sa disposition, contrairement à la CENI des élections passées, où ils ont eu 600 millions, on a fait les élections, mais qu'on fasse quand même un mécanisme de contrôle pour dire combien la CENI a dépensé, combien est resté et qu'est-ce qui s'est passé. Et avec ça, nous allons améliorer notre cycle électoral que nous voulons, le cycle électoral 2028, pour que ces élections, le 5e cycle, puissent faire la différence des cycles précédents que nous avons qualifiés de cycles chaotiques. Ce n'est pas vraiment le problème des réformes. Parce que depuis les élections de 2006, la RDC, nous sommes en train de faire des réformes et des lois. Nous faisons les réformes. Mais le plus important, je crois que c'est notre classe politique. Nous avons une classe politique qui ne nous aide pas à améliorer la qualité de nos élections. De telle sorte que, depuis que nous avons commencé, nos élections sont toujours chaotiques. Que faire pour que nous puissions sortir de ça? Ça, c'est vraiment de la responsabilité de tout le monde, mais premièrement, de notre classe politique. Parce que tout ça doit passer par des lois. Or, des lois sont faites par les mêmes personnes qui veulent être bénéficiaires de cette loi. C'est difficile, mais nous ne devons pas abandonner. Parce que c'est notre pays, nous n'avons qu'un seul pays. Si nous abandonnons, nous sommes foutus. Donc nous devons nous devons travailler. C'est pourquoi nous travaillons avec les jeunes. Parce que les jeunes ont l'endurance, les jeunes ont la force, le mouvement, les jeunes peuvent faire la pression. Donc c'est ça ce qui nous réunit ici, ces éléments-là pour que nous puissions arriver à faire des propositions de réformes qui peuvent aider les pays à aller de l'avant.